Peut-on vraiment gagner une guerre quand chaque immeuble, chaque ligne électrique, chaque message devient un champ de bataille? À Kiev et dans sa périphérie, des vagues d'attaques coordonnées s'abattent sans répit. Les explosions pulvérisent des quartiers résidentiels, laissant morts, blessés et immeubles en ruine. Ce ne sont pas seulement les victimes qui comptent, c'est la ville elle-même qui s'éteint, privée de lumière, d'eau, de chaleur, surtout lors des nuits glaciales de l'hiver. Les frappes ciblent plus que les infrastructures critiques comme les centrales électriques ou les rails. Leur but est aussi psychologique: briser les nerfs, semer la peur, éroder la confiance dans la survie. Chaque nuit sans électricité, chaque sirène creuse l'angoisse de la population. Dans ce chaos, la société civile, l'armée, les réseaux logistiques et tout le tissu social sont poussés à leurs limites. Les enjeux dépassent les murs détruits. C'est la cohésion, la volonté collective, la certitude d'un lendemain qui vacille. Quand la guerre s'immisce partout, la question demeure: jusqu'où la société pourra-t-elle encaisser ces chocs à répétition? Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir sur les événements récents. Un retour sur les dernières semaines permet de mesurer l'ampleur des changements dans la conduite du conflit. Qu'est-ce qui a précipité cette escalade et comment la population réagit-elle? Derrière les explosions, une course contre la montre s'engage: défendre l'essentiel sous une pluie d'acier. Depuis plusieurs semaines, la capitale et ses alentours ploient en plein sous des frappes coordonnées. Missiles de croisière, drones, bombes planantes, tout est lancé simultanément pour saturer les défenses et forcer les défenseurs à disperser leurs maigres ressources. Mais les cibles dépassent largement l'armée. Les infrastructures énergétiques et de transport sont visées, systématiquement. En plein hiver, chaque centrale touchée plonge des quartiers entiers dans le noir et le froid, rendant la survie quotidienne presque intenable. La stratégie est claire: affaiblir la logistique militaire et briser le moral civil. Priver une ville d'électricité ou de chauffage, c'est éroder la résilience collective. Les fils pour l'eau, les coupures de transport, la peur de la prochaine alerte rythment la vie de millions de personnes. Face à cette pression, la société civile s'organise. Des réseaux de bénévoles collectent des dons, réparent les lignes, distribuent du matériel vital jusqu'au front. Cette mobilisation comble en partie les failles de l'État et soutient la défense sur tous les fronts. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas qu'un quartier, c'est la survie de tous face au froid, la capacité à tenir et la force de la solidarité. Chaque nuit sans courant, chaque convoi qui passe devient un acte de résistance. Mais cette résistance s'accompagne d'un coût humain et psychologique immense. Les attaques ne faiblissent pas et chaque jour, la tension monte d'un cran. À Guliapol, chaque rue se transforme en rempart. Chaque mètre conquis coûte une fortune en vie et en volonté. Le combat s'est morcelé, d'autres foyers s'embrasent, mais ici la bataille se vit palier par palier, pièce par pièce. La ligne de front se dissout dans le labyrinthe urbain où chaque escalier devient une embuscade. Les deux camps déploient de petites unités d'assaut, misant sur l'infiltration et la surprise. Avancer de quelques pas exige une coordination extrême, et chaque réussite se paie souvent en sang. Les pertes s'alourdissent de part et d'autre. L'équilibre vacille à chaque heure, un immeuble repris, un autre perdu. Mais derrière chaque progrès apparent, les réserves s'amenuisent et l'endurance des combattants s'effrite. Quand la chaîne de commandement se fissure, le chaos menace. Certains groupes, isolés, perdent contact avec leur chef, tandis que la fatigue sape le moral. L'issue de la lutte reste suspendue, incertaine. La bataille s'étend au-delà du béton. Contrôler l'information devient aussi crucial que tenir le terrain. Chacun tente de persuader, à l'intérieur comme à l'étranger, qu'il avance, qu'il résiste, qu'il gagne. Dans ce brouillard, la perception du progrès pèse presque autant que les victoires réelles. Au centre du conflit, des vies, la cohésion des troupes, la stabilité du commandement et, en filigrane, l'esprit d'une nation. Si l'un de ces piliers cède, toute la résistance tremble. Mais l'hiver s'installe, ajoutant une pression supplémentaire sur les ressources et les esprits. La lutte pour chaque mètre se double désormais d'une guerre contre le froid et l'épuisement. L'hiver ne fait aucun cadeau. Chaque attaque contre une voie ferrée ou une centrale électrique résonne comme une onde de choc à travers le pays. Le réseau ferroviaire ukrainien, colonne vertébrale du ravitaillement et des évacuations, devient une cible majeure. Privés de trains, ni carburant, ni médicaments n'arrivent à temps. Quand la neige et la glace ralentissent tout, la moindre rupture isole une ville entière du reste du territoire. Protéger chaque ligne ou sous-station relève presque du miracle. Les systèmes anti-aériens font cruellement défaut. Couvrir toutes les infrastructures vitales face à des frappes imprévisibles est hors de portée.
La logistique, déjà au bord de la rupture, dépend d'un équilibre précaire entre réparation d'urgence et choix douloureux. Ces attaques ne ralentissent pas seulement l'armée. À chaque coupure, la population encaisse. Panne d'électricité, pénurie de nourriture et de médicaments, évacuation retardée. L'endurance de la société civile s'effrite sous pression constante. La solidarité locale devient le dernier rempart face au chaos. À l'international, la montée des attaques et la menace d'un effondrement logistique poussent la diplomatie à s'accélérer. Les discussions s'enchaînent à Genève, à Bruxelles, à Washington. Mais les solutions tardent. Aucun consensus n'émerge sur une sortie de crise sans sacrifice majeur, et chaque camp campe sur ses intérêts. Les alliés occidentaux, surtout, veulent éviter une escalade incontrôlable tout en maintenant la stabilité régionale. Mais le terrain leur impose des choix difficiles. Envoyer plus d'aide, s'impliquer davantage, ou miser sur une trêve fragile, quitte à céder politiquement. L'enjeu dépasse l'Ukraine. Sécurité alimentaire, accès à l'énergie, stabilité diplomatique de toute la région. Chaque décision, chaque retard, chaque convoi stoppé fait peser une menace sur le continent. Pourtant, derrière chaque acte de sabotage ou chaque réparation éclair, des histoires individuelles émergent. Ce sont elles qui révèlent la véritable mesure de la résilience ukrainienne. Dans l'adversité, les élans locaux et l'entraide deviennent cruciaux. Plus que jamais, l'initiative individuelle façonne la survie collective. Face à une guerre qui dépasse le choc des armées, la société civile s'impose comme rempart décisif. S'adapter, improviser, préserver le lien social. Chaque geste quotidien devient acte de résistance. Aujourd'hui, le conflit ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. L'endurance, la capacité à reconstruire, à organiser l'entraide et à soutenir l'effort, même sous la menace, comptent autant que les armes. Le brouillard informationnel pèse lourd. Multiplier les sources, croiser les récits, réclamer la transparence, c'est la seule façon de contrer la désinformation, de préserver cohésion et lucidité. Les armes seules ne suffisent pas. Sans un réseau logistique et civil solide, toute défense vacille. Acheminer l'aide, organiser les secours, garantir eau, électricité, soins, cela exige un engagement collectif immense. Quand la crise s'éternise, il faut voir au-delà de l'urgence matérielle. L'épuisement moral, le stress, les traumatismes s'incrustent. Préparer l'après, c'est aussi penser les blessures invisibles dès aujourd'hui. Au fond, ce qui se joue, c'est notre capacité à comprendre, à soutenir, à peser sur l'issue, même à distance. Chacun peut agir, transmettre des informations fiables, faire preuve de solidarité ou simplement ne pas détourner le regard. Ce constat soulève une question: comment, à notre échelle, contribuer à la résilience collective face à la guerre? Tandis que l'hiver rend chaque effort plus précaire, la pression s'intensifie sur tous les fronts. Mais la résilience, elle, s'invente au jour le jour, dans chaque geste et chaque décision. Rien n'est joué tant que la société reste soudée et informée. Dans cette guerre d'usure, la force collective prime sur la simple puissance militaire. Les frappes massives, les coupures de courant, la brutalité des combats mettent la société sous pression, mais elles révèlent aussi son courage à tenir, à ne pas céder à la peur. L'essentiel aujourd'hui, c'est notre lucidité, reconnaître les tentatives de manipulation, refuser la fatigue, rester solidaire et soutenir sans relâche celles et ceux en première ligne, sur le terrain comme dans l'ombre. La résilience la plus précieuse s'incarne dans les gestes quotidiens. Abriter un voisin privé de chauffage, réparer une ligne, partager une information fiable pour contrecarrer la désinformation. Chaque acte de solidarité renforce ce front invisible qui, à long terme, pèse plus que n'importe quelle victoire militaire passagère. Bénévoles, soignants, civils, logisticiens, tous prouvent que l'endurance n'est pas qu'un mot, mais une réalité vécue, surtout quand l'hiver et la lassitude gagnent du terrain. Dans ce brouillard d'incertitude, la vigilance et l'action informée sont nos armes les plus sûres pour préserver la stabilité et la dignité. Rien n'est figé. Tout dépend de notre capacité à rester unis, à garder confiance dans la vérité, à agir ensemble malgré la peur. Tant que la solidarité tient et que l'information circule, l'avenir reste ouvert.